Bonjour à tous, good morning to all. Merci d'être là donc pour cette deuxième session des webinaires organisés par la FERDI au titre de la chaire Confiance numérique qui porte essentiellement sur l'importance de la confiance numérique pour le développement de l'Afrique. Donc le titre de cette série de webinaires d'ailleurs est très explicite, la confiance numérique pour l'émergence de l'Afrique. Je commence peut-être ce propos par mes remerciements distingués réellement très importants pour nous à la ministre du Plan et du Développement de Côte d'Ivoire, Nialé Kaba, qui a accepté de placer cette série de webinaires sous son haut patronage et qui d'ailleurs en a fait la semaine dernière le discours introductif. C'est avec son soutien actif d'ailleurs que nous, de façon avant Covid, nous souhaitions organiser un grand événement pour la chaire confiance numérique à Abidjan en juin, sans évidemment pouvoir le réaliser pour raisons sanitaires. Nous n'en avons absolument pas abandonné l'idée et nous organiserons un événement de cette nature, toujours à Abidjan, dans le courant de l'année 2021. Dans ce contexte, donc en attente de cet événement d'Abidjan, ces webinaires nous permettent de partager les premiers travaux de la chaire avec chercheurs et praticiens du secteur et celui-ci en est un des volets. Le premier volet, jeudi dernier, nous a permis d'analyser le lien entre la confiance numérique et les services de base. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à celui entre la confiance numérique et l'inclusion financière. Celui de jeudi prochain traitera prioritairement de la confiance numérique, de l'entrepreneuriat et de la création d'emplois. Pour cette deuxième session que j'ai le plaisir de modérer, nous commencerons par une courte présentation, donc 15 à 20 minutes de Jenny Hacker, Tufts University. Et ça me donne d'ailleurs l'occasion de la remercier très chaleureusement, ainsi que Fatoumata Ba, que probablement beaucoup d'entre vous connaissent. Pour des gens comme Fatoumata, on a inventé un terme serial entrepreneur, entrepreneuse en série. Elle est aujourd'hui fondatrice et dirige Django. Avant ça, elle avait fondé et dirigé Jumia Côte d'Ivoire. Vous la connaissez probablement tous. Donc, je remercie chaleureusement Jenny ici présente et Fatoumata qui sera présente dans le prochain webinaire pour leur travail extrêmement utile de direction et d'animation de la chaire confiance numérique. Je ne pourrais pas finir ces remerciements sans remercier la société BeWise qui a accepté d'assurer le soutien financier de cette initiative. Et j'ajoute à ça Joël Cariol, que vous ne verrez pas, qui est une cheville ouvrière extrêmement active pour nous, le docteur Joël Cariol, qui fait le lien entre la cheville ouvrière de la chaire à Clermont-Ferrand, donc au sein de la FERDI. Et puis j'en profite parce que je risque d'oublier à la fin de la session pour remercier Fabienne pour son travail très intense ces 2 derniers jours de préparation de ce webinaire. Donc c'est donc de confiance numérique que nous allons parler. Et c'est en confiance avec tous ces partenaires, y compris ceux que je vais présenter donc les uns après les autres au fur et à mesure du déroulement du panel, que cette session va commencer, donc par une présentation de Jenny, 15 à 20 minutes. Ensuite, je demanderai à chaque panéliste d'avoir un propos d'un maximum de 10 minutes pour que nous ayons un peu de temps pour obtenir et répondre potentiellement à des questions ou des retours de l'audience. À l'ère du Zoom, ces questions, je pense que les participants les poseront par écrit, donc n'hésitez absolument pas à le faire. Nous tâcherons de les condenser, nous essaierons d'en traiter le maximum, mais je crois qu'à l'ère du Zoom, tout le monde a l'habitude d'avoir ce type d'interaction afin de pouvoir répondre au maximum de questions. Cette session fait l'objet d'une traduction simultanée, donc je vous encourage à parler dans la langue de votre choix et pour ceux qui veulent poser des questions, à écrire dans la langue de votre choix. Jenny, it's enough for me, so you can take it away. You may be on mute, Jenny. Ah oui, c'est un bon début, si je suis en mute. Parfait. Bonjour tout le monde, je voulais juste dire que c'est vraiment un plaisir pour moi d'être... You need to have your sound up.
Does that work better, or should I do? Yeah, it is getting better. Is that better? Yeah, it's better. OK. On va recommencer. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici avec tout le monde. On va parler d'un thème qui est très important, surtout maintenant, dans la situation du COVID. C'est comment est-ce que les services digitaux dans le domaine financier, comment est-ce qu'ils peuvent avoir un impact sur l'inclusion financière et quelles sont les choses qui vont être nécessaires pour peut-être améliorer le potentiel qui existe. Donc, je vais juste faire une courte présentation. Je vais faire ça en anglais. Donc, si vous avez des questions en français, n'hésitez pas à me contacter, juste pour essayer de lancer le débat. Et puis après, comme Christophe avait dit, on va entendre de nos 6 experts. Donc, je vais partager mon écran. So, as I said, this is work that we've been doing on digital financial services and financial inclusion in Africa. And basically, the whole idea of this report was to say that digital financial services have been promoted as a way of promoting or encouraging financial inclusion, especially amongst the rural poor and for small and medium enterprises. We recognize that in this report, but we also kind of add in some questions about truly what is their impact on financial inclusion, focusing on West Africa. We use survey data that exists on financial inclusion, digital financial services, and mobile money deployments, as well as evidence that exists on the impact of digital financial services on well-being. And we focus on 2 types of services, which I will define. One is what we call first generation DFS, and then the second one is second generation DFS, namely credit. So there are 3 parts to the report and to this presentation. The first one is just a summary of financial inclusion in West Africa, what the situation is, and some market failures. The second is the promise of digital financial services, so how those services can potentially address market failures and what the growth of that services has been, again, primarily in West Africa. And then the third one is what I call the pitfalls. So, have we seen or have digital financial services lived up to their promise? So focusing on the first one, in general, if we think of financial inclusion as being all initiatives that promote access to affordable financial services to all segments of the population, basically what that means is we're often talking about formal and informal services that allow households to save, transact, invest, and smooth consumption. That then means that they need products for saving, borrowing, remittances, or transferring money, and insurance to deal with shocks. That can be provided via banks or microfinance institutions, savings groups, money transfer services, or insurance companies. And a new player in this space over the course of the past 10 years has been those institutions that provide digital financial services, which then brings in a new player, which are mobile phone operators. So in this report, we're defining digital financial services as basically all financial services that are provided via digital means. That can be via a simple mobile phone. And the expectation is that reduces information costs and transaction costs. I'll talk a little bit about that. But basically, looking at West Africa, it's estimated that about 40% of households in all of West Africa had an account at a formal financial institution as of 2017. That reduces to 35% of households in the WAMU region. And there's really strong heterogeneity by country, gender, education, and income levels. The highest rates, at least in Francophone West Africa, are in Ivory Coast, and the lowest rates of financial inclusion are in Niger. That being said, 60% of households own a simple mobile phone,
And you can see here on this map that about 60% of households that don't have access to a financial bank account have access to a mobile phone. So the potential is there. While we often focus on savings and credit and insurance, all of which are very important financial services, I would like to focus on one key financial service, which is extremely important in sub-Saharan Africa, but also West Africa, which is remittances and money transfers. About 50% of households in West Africa have at least one migrant. Most of that migration is within the West Africa region. Again, that means that households need to send and receive money. And the amount of that was basically almost $6 billion in 2016. And despite the fact that demand for remittances is high in WAMU, it has one of the highest rates of money transfer costs in the world. Now, the average rate is 8%. That can go as high to 20% in some countries. And that's higher than kind of the SGD goals, which is to reduce the amount of transferring money by up to about 2 or 3% in 2030. And while there are a number of corridors that are very important, in Francophone West Africa, some of the most important ones are between Ivory Coast and Burkina Faso. And then the second main corridors that are important are between Niger, Burkina Faso, and Nigeria. Now, I'm mentioning this because, if there's high demand for these financial services and low rates of financial inclusion, the question is really why? Where is the mismatch? In some cases, there might not necessarily be kind of sufficient income to use formal financial services, although households are using informal services all the time. Transaction costs are high, so the cost of opening an account in some countries can be about $80, which is going to be a significant proportion, 10% of GDP. And then transport costs can also be high with kind of few financial access points. They're mainly located in urban areas where population density is higher. You basically have one ATM for every 100,000 people. Corresponding with that is the fact that for financial service providers themselves, there isn't necessarily kind of a very robust market in some countries within the region. So there might be some imperfect competition. And because they don't have a lot of information, credit bureaus, on these clients, interest rates are high and they require high rates of documentation. And just asking users themselves why they don't have an account, insufficient funds is kind of one of the things that is mentioned, but afterwards it's really the cost of opening an account and the fact that they don't have documentation. So that seems to kind of set the groundwork for saying there's a demand, there's a potential, what could digital financial services do? So to fix ideas, we're going to be focusing on kind of two types of DFS. The first one are the first generation services, which is simply mobile money, which is primarily allows individuals to transfer money and also store money on their phone. The second type are second generation digital financial services, which offer digital credit, digital savings, and digital insurance. So two different types of DFS. We've seen that despite the fact that a third of the population in West Africa has an account at a formal financial institution, 2/3 have a mobile phone. So that's one area of potential. Secondly, there's a large number of mobile money deployments worldwide. 60 of them are in West Africa alone, and 144 are in sub-Saharan Africa. And there are about 163 million account holders within the West Africa region. And what you see here is that between 2011, 2010, and 2017, where we know that kind of M-Pesa really launched things in the early years, and it took off in the East Africa region over the course of the past 8 years, that has really gone towards West Africa as well. Now, the potential for DFS is to do two things: reduce transaction costs. So you don't need an ATM, depending upon kind of regulations for agents. You can have access to an agent within your village or in a nearby village.
2, in theory, the costs of at least transferring money should be less than kind of other means of transferring money. And that allows for a higher potential for government-to-person transfers and person-to-person transfers. The second way in which DFS could be addressing some of the issues in financial services is by kind of lowering requirements. So you might not need just a mobile phone number. You don't necessarily need to register your account in some markets. That is in part due to the lower amounts and restricted services, but that offers a potential for some customers. And then the fact that mobile money kind of transfers can be used to create credit scores. So 2 things that it can really do. And what you can just basically see here is that the number of mobile money agents as compared to ATMs and banks is considerable in terms of per 100,000 adults. So what does the research say? So the research says that very simple mobile money can really kind of yield some positive impacts. It reduces the costs of making cash transfers, both personal transfers and government-to-person transfers. You see this by the graph on the right-hand side, where in green are the regular way of getting kind of your cash transfer in person, and black is via mobile money. Because costs are lower, people are able to get money when they need it from members of their social network. That then allows people to smooth their consumption, and that leads to improved savings, improved food security, and reductions in poverty. Now, most of this research has happened in Niger, Kenya, and Tanzania. Katia is going to talk a little bit about her research in Mozambique as well. The kind of final area that I just want to mention right now is the fact that with the introduction of COVID, many governments worldwide, and especially within sub-Saharan Africa, have now implemented social protection measures, cash transfers and in-kind transfers. Almost 200 countries have implemented 1,000 social protection members. You can see how much this has increased on the right-hand side. 60% of these programs are new, meaning that governments now have to figure out how to get cash to millions of individuals. And in 2017, 100 million people got their cash transfers in cash. So with kind of the current state of financial inclusion and with the potential, a reasonable question is, could potentially mobile money be used as a way for implementing or dispersing these cash transfers? The final thing to note is that we have seen the introduction of these second generation DFS, such as digital savings and credit, insurance, and credit scores since 2012. Again, Dr. Ndungu will talk a little bit about this. Many of this has come from East and Southern Africa. Kenya alone had 18 digital credit products by 2017, according to my count, but you can correct me if I'm wrong. And we have seen newer deployments of digital credit and savings in Benin, Ivory Coast, Nigeria, and Togo, which has then allowed new partnerships to take place between mobile network operators and banks. So that's the potential, the positive side. What are some of the pitfalls? So some of the pitfalls is that we've seen that while digital financial services, mobile money have really taken off in East Africa, and we've seen that there are 163 million accounts in West Africa, that the adoption is really heterogeneous by countries throughout the region. So, in Francophone West Africa, Ivory Coast, Senegal, and Mali are really accounting for the highest levels of growth. And you can see that a little bit here in terms of the numbers. That being said, is that there's a really stark contrast between adoption and usage. So people seem to be opening accounts and then they're not using them. So about 1/3 of those accounts are actually active, that they've used them in the past 30, 60, or 90 days. So just opening an account and leaving it dormant obviously is a signal that people aren't using it, and this may or may not be useful for them. So we have to kind of think about that. This might be due to 2 things, which is one, despite the fact that we've seen that agents are vastly superior to ATM and bank branches, there's still a low agent density.
there's about 600,000 agents within West Africa, and there's pretty heterogeneous networks across the region, depending upon the country, but there's still very much a strong concentration in urban areas. And then there are questions about interoperability among countries throughout the region that might limit the ability for individuals to use mobile money for cross-country transfers for their remittances. And so then this means that people are falling back on traditional ways of transferring money. Again, not everywhere, because the Burkina Ivorian corridor has really focused on this as a way to potentially overcome it. Finally, as I said, we've seen new digital credit deployments in West Africa, and that's great and really important. That being said, a deployment does not necessarily mean adoption and usage. And some of the products we've seen in Nigeria for digital credit require a bank account, an application via a website or an app. You have to be a salaried employee. And so all of these things therefore reduce the opportunity to use digital credit. And more recently in Uganda, in particular, but in some of the other markets where they've had digital credit, there are concerns about kind of high interest rates and high default rates. And so this means that, the average APR is about 90%. And obviously interest rate caps in certain countries could dampen this, but if you show over all of these kind of annual interest rates across all countries versus India versus Kenya versus Nigeria, you see that kind of these interest rates can be quite high. And we can talk a little bit more about why that might be the case. So, the final thing is to note that, these studies on mobile money showed positive impacts on a number of outcomes, but some of these studies haven't necessarily shown that financial inclusion is sustained in the longer term. And so this is obviously a new area. There's some recent work on this, but the question is, does access to credit allow you to invest and get access to other types of digital financial services? There's in the short term, yes. In the longer term, we need to see whether or not this is actually going to be sustained. And again, on the right-hand side, this graph shows the results of different studies in digital credit, which suggests that, people can borrow, which is extremely important, and save, but then other impacts on welfare and income generating activities. Some are positive, but many of them do not necessarily see any effect. So just to kind of wrap it up, again, there's this huge potential here with digital financial services to overcome some market failures in the financial service industry, especially with now many of these social protection programs in response to COVID-19. And there's a lot of or growing body of work that suggests that kind of mobile money can really benefit the poor. That being said, there are still some constraints that we are asking you to help us figure out how we can kind of work together potentially to overcome them, which is, limited usage in certain markets, which is confounded by literacy rates, some intermittent agent density and high costs. And so obviously, if people aren't necessarily adopting the basic mobile money product, that can make it more difficult for them to adopt some of these other second generation financial services. And so we kind of really suggest that really focusing on some of these basic technologies with simple mobile phones, the agent infrastructure, and then look at the lessons learned in East Africa, which countries such as Ghana and Nigeria have done in the space of second generation digital financial services. All right, thank you. Thank you very much, Jenny. So not only this was totally inspiring, but on top of it, you stuck to the plan and you even give me 2 minutes. Great. C'est un gift, c'est un cadeau pour toi. Donc, Merci beaucoup. Non, je remercie vraiment Jenny et je crois que je ne l'ai pas assez dit tout à l'heure, mais elle fait partie du petit cercle de chercheurs qui ont dédié énormément d'efforts à la région Afrique dans la réflexion autour du numérique et de la confiance numérique. Et on est absolument ravis de l'avoir avec elle. Et d'ailleurs, elle a fait également mon travail puisqu'elle a commencé par introduire Katia Battista, donc, qui est professeure d'économie à la Nova School of Business and Economics et qui est également directeur scientifique de Nova Africa Research Center.
Thank you to be there, Katja. I think it's pretty easy for me to do the transition because, as Jenny said, you perform studies on your side on the exact subject, and maybe what you could do is give us a bit of better views or your views on the way the financial inclusions, as we pretend it exists, could be greater. And how can we see this changing a bit the poverty pattern or the changes in terms of poverty going forward? So the floor is yours for 10 minutes. Thank you so much, Christophe. Thank you very much for the invitation as well. I'll focus my views a bit on the evidence we have been collecting in Mozambique about mobile money. So our work was one where we took 100 villages in southern Mozambique. These are rural villages. They are not the poorest. I mean, they have cell phone connection. They are banks in 2 hours distance for most of these villages. So it's not the poorest or the most isolated, but these are villages that would be classified as extremely poor and extremely financially excluded by sub-Saharan standards. I mean, looking at the average, these areas in Mozambique are areas that are severely excluded in financial terms. So these people, very, very few of them have access to any sort of financial services. So, I mean, the last that we have, it's not very good. I mean, it's a bit old, but it was like 1% of the adults in these villages would have access to any sort of formal savings products, okay? For remittances, which are very important. So, I mean, very, very connected to what Jenny said before, remittances are a big driver of any use of financial services in these areas. But what most people do in these villages is, they wait for migrants to come home or for a friend to bring the money, or if they are really, really in need because of some emergency, they ask a bus driver to bring their money back home. They often pay more than 20% in fees, and sometimes the money does not get there. So it's slow, it's expensive, and it takes a lot of time. So this is the context in which we did our study. And so our intervention happened when mobile money was being introduced in the country for the first time. So it was already some years ago. We partnered with AMCEL, which is the state-owned company, so the biggest company that had coverage in all of these rural areas. And so what we did was, in these 100 villages, we had one mobile money operator that was open in each of these villages. So these constraints on supply, having the agent near, okay, so we took care of that. So there was an agent in a village. And then we did also, partnering with this mobile money company, we did some village level demonstrations. So there were, we brought some people from the company. We organized with local authorities, obviously, so that there was trust, which is obviously very important when you are bringing a new financial service to one of these villages. And so we ensured that the service was available. It was not costly to get there. It was in the village. I mean, it was in a shop that was, well known, usually the biggest shop in the village. We had the endorsement of local authorities to gain trust. And initially we opened accounts. Okay, so we have a sample of, for these people that received the service, of about 1,000 people. And these people were opened accounts and they were given some trial money. So it was about $3 at the time's exchange rate. And so they were given trial money. They experimented the service. And so we did this, and then we followed people for 3 years to see what happened. Okay, and so we were able to learn about adoption. What were people doing with this service, or were they using it at all? And then what were the results, the consequences in economic terms? So I'm getting to the poverty side of your question. And so, in terms of adoption, what we saw was we had a lot of early adopters. Okay, so we had 75%, 3/4 of our sample used the service, okay, at least once in the first year.
So most people did try the service. Now, what happened over time is that, well, some of them dropped. And who dropped? Well, those that were not as highly educated, those that did not have jobs, those that, well, perhaps did not have as many benefits as others to adopt. Okay, so what we saw here in terms of adoption was when you bring the service to people's village, when you facilitate this adoption in many ways, you do see people using it. Initially, everyone tries it, but then those who keep using the service were those that initially were more educated, that had, I mean, some of them already had, were the few ones that already had the bank account, that were more financially included to start with. So our conclusion in terms of what does this sort of campaign, where you are facilitating financial inclusion, ends up getting, well, we see that it actually gets a lot more of financial deepening, okay? People using it more than just pure financial inclusion, okay? We do include more people, but the people that keep using the service are those that can collect more benefits from it. So we lower costs of adoption for everyone, but those that keep using are probably those that have most benefits to be collected. Okay, and I should say that this also links with migration, because many of these people were also people that already have migrants. I mean, this is internal migration I'm talking about. This is from these rural areas to the capital city of Mozambique, Maputo. Okay, so that was the first part of the question. And now for the other 5 minutes, linking to poverty. Okay, so what exactly did we find with this experiment that we did? And so here we were comparing the people that had access to mobile money in these 100 treated villages, and then we are comparing with the other villages that did not receive the service. So, I mean, for those that are more technically inclined, so this is an experiment, a randomized experiment, where we are able to measure as rigorously as possible what were the effects of this introduction of mobile money. Okay, and so what we see is that, well, we actually do not see that consumption or expenditure increases, generally speaking. Okay, so we do not see that we are fighting poverty in very significant terms. What we see is that those that benefit the most from this introduction are people that were hit by shocks. Okay, people that were in moments of emergency. So we had a large flood happening 6 months after mobile money service was made available to these villages. And so what we saw is that people that were hit by these floods, well, they increased their consumption a lot compared to other people that suffered the shock, for example. Okay, so we saw also that many people reported that they were having less episodes of hunger. Okay, so people that were hit by shocks, they were protected. Okay, so this is consistent with other evidence. Okay, so we saw that, for example, in Kenya, and in other contexts as well. I mean, recent evidence shows that mobile money provides insurance to those that are hit by shocks, to those in need. So we find results that are consistent with this. Okay, but then we focus on, okay, so if we want to fight poverty, we could think that mobile money could be a way to, to decrease the migration, the remittance cost, those migrants that can send money back home, and this could lead to investment, okay, and to growth and fight poverty by conducting to local development in these villages where we work. Okay, so this was what we expected, but our experiment showed the opposite. Okay, so what we saw is that actually people, they were investing less in agriculture, and actually many people were just leaving their land. Okay? Many is, it might be strong, it's a significant result, but it's only 5%. Okay, so we see that 5 out of 100 of the households that we are studying, they just decide to leave their land idle, not to exploit it. And what we found is that actually many people choose to emigrate. Okay, and so I'll make it short, but we have some evidence to support this idea that when people are provided mobile money, when they know that they can provide in times of emergency for their family left behind, they feel freer to migrate, to leave their town and to look for jobs elsewhere. So what we find here is that mobile money gives people the freedom to choose whether to just stay home or to leave and look for better employment opportunities. Okay, I should highlight the context. Okay, so if we want to think about West Africa, about other contexts,
I mean, how do these results turn up? Well, I should emphasize that these villages are villages that are, I mean, very limited in terms of opportunity. So this agriculture that people are living is subsistence agriculture. The use of fertilizer and other inputs into agriculture in Mozambique is one of the lowest in the world. And so what we are talking about here is families that are really in a context of extreme poverty. And so when you give them financial inclusion, they choose, they adopt it, but they choose to go elsewhere in looking for other opportunities. So I hope this was somehow answering your question, Christophe, and thank you so much. It was definitely answering it, and but at the same time it is answering it. I mean, it's you know, it gives us the magnitude of the issue. I mean, and that's the exact reason why the share has been created, is because it's not simply because we say that financial inclusion is something that we need to basically see growing all around the continent. It's not because this would happen, that first it would happen to the benefit of all, and second, it would happen and have an immediate effect on poverty. So there are far more parameters to track. So thank you very, very, very much. As Jenny mentioned it, she basically alluded to research from Katia and papers from Professor Ndungu as well in her introduction. So Professor Ndungu, that is very, very long friend of FAIRD. So thank you very much for being there once again on the webinar that we organized. You are the well-known executive director of AERC, CREA in French, and you definitely committed a lot of papers and a lot of thinking around digital issues. In your many, you know, different capacities in this sector, I basically choose the easiest for me, not necessarily the easiest for you, which is to talk about the ecosystem. And because when we talk about digital, we know that this is a series of operators or actors of many sorts. And what exactly do we need in terms of involvement of each and any of those actors if we want to foster financial inclusion? Thank you, Christophe, and I'm very happy to be invited to this forum and this webinar, and also to meet most of you. FAIRD has been one of our fantastic collaborators and also training ground for our visiting scholars to improve research capability. And of course, I've just come back to AERC after several years of absence. And in those years of absence, I was doing quite a lot. And I was happy that I was going to see Jenny, and I read her works many years back when she was talking about information asymmetry and using the mobile phone. That time we had not even thought about using it for financial services. So I had thought I'm going to do two things today. I thought I was going to provide some results coming from where I sit and where I've come from. And then I would now go back and say, but how do we sustain the process so that any works that we are planning, and we have a major study that we are planning for the East African region. I was writing to Jenny about it, we are going to talk about it, is that we really want to make sure that we spring to the next level, especially the East African case study that is going to showcase what has happened. But then I realized that I needed to take one more step back to see actually what was the development. So essentially, what triggered all this, and then how do we see financial inclusion coming in? Market development is very, very critical for us, but also so many other aspects. Being in the central bank when everything was now moving in, and strongly I supported and moved even innovatively to actually allow space for this. I still believe that I cannot run away from it, but I can explain a bit. What I'm going to do is to share a few slides, but I'll make sure that I'll just make those points. The first point is just an introduction, and the next point will be, what are the outcomes? I will just be brutal and bring them just forcefully like that. And the final one is, how do we sustain the process? Let me try to share my screen because, okay, let me, is it shared? Sorry.
Oh, sorry. Let me cancel this first, and I want to share this screen. I hope it comes out. This is the one. Can you see that? Is it? Can it be visible? Is it visible from your end? Yes. Yes, it is. Yes. Okay. Okay. I don't know whether I need to enlarge it further than that, but if you I want, think we can go with it. Okay, fantastic. Of course, I'm coming from the African Economic Research Consortium. I've rejoined the ERC after 12 years of absence. And in those 12 years, I went into so many places. So in a sense, I'm going to present some of the things that I've tried to do. I'm trying to move my screen. Okay, it's moving. But this is always the marketing. I cannot forget that, otherwise I may lose my job. We are at the AERC, capacity building to strengthen institutions. But for me, that is very good because essentially, Ferrodi has been with us along the way. And let me start with the point I wanted to make. There is an evolution of digital financial services that we should never forget. And I have gone, like, for example, Bill and Melinda Gates Foundation sent me one time to Nigeria twice to try and focus on these stages so that we don't miss the way, because essentially it's always difficult. But I don't mean just present them. The first stage, as Jenny presented, was, and even Fabian went to, and then even the Mozambican presentation. The retail electronic payments platform was actually, I call it the retail, because essentially we had the bigger banks doing their RTGS. But one of the things I would like to actually mention is that when I joined the Central Bank of Kenya in 2007 as governor, there was only just about 3.4 million accounts in so many banks, but serving about 25 million people, or close to 30 million people. And I wasn't so sure what those accounts were. But I think I wasn't so sure what to do, but I'll come back to that later. So the first stage that we see is what we call retail electronic payments platform. It started with money transfer. Maybe I don't want to go all the way back. It started as an electronic money transfer using the mobile phone, but it became actually a payments platform. And that is where the ecosystem started growing. The second one was actually to use that mobile phone account to create a virtual savings account in commercial banks. And this is where the magic actually happened, because all of a sudden commercial banks realized that they had a technological platform to manage micro accounts. So in a sense, the banks had to say, no, it is not inhibiting for you to open an account. You don't need minimum balance, because the first thing was to come up and open a transactions account. And then you can use that as a virtual savings account. The third stage, and that's what Jen was also presenting as the second stage of digital reading. But right now, for us, it came in as a platform for virtual credit supply. And well, that's where reading is. And obviously, for me, and when I was in the central bank and as a policymaker, I argued that this would change the development in the credit market in Africa, because we were hampered by even collateral technology. I can understand, Jenny, even I got a lot of criticism about the cost of borrowing using that digital platform. But my argument was that let's find out what people are borrowing for. And even to date, I still do that. And I argued that we reduced the cost. We reduced the cost of money transfer, and we even reduced the cost of credit. The other day, I was developing a chapter with Cambridge University on alternative finance. And I was looking at this credit, that's this virtual savings account and even virtual credit supply platforms in 5 countries: Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, and Cote d'Ivoire. There is the same product, but different names, but it's the same bank. And in Kenya, for example, I found that they approve about 19,000 loans per day, and the average size of the loan is $35, and it is paid within 21 days. 27 days. In Rwanda, being a small country, they were approving 9,000 loans every day, and the average was $5, and it was being paid back in 21 days. So the next level of research would be
what is this credit, what is this, what are they doing with this credit? I could assume that SMEs, that can give them massive amount of money in terms of stocks. Anyway, we can come back to that. The fourth stage was cross-border and international payments. I remember we used to get money from Western Union, and then you have to travel to the city. You have to do all the things that you would need to do. You really spend one day. But today, it just finds itself into your account, into your phone, and then all of a sudden, it will also be in your bank. And finally, of course, that we can always come together, and it has improved the payment system countrywide, the electronic payment system. For example, in Kenya, even tax payments platforms, so many companies have designed tax payment platforms. So we can move into that. And I think Jenny also mentioned about revenue administration. It actually improves RICI. In this COVID, Kenya had always had a targeted protection, a social protection program. And you can imagine it became quite useful. And most countries have done that. Anyway, that was my first, I wanted just to make that point. Now, let me make some brutal points about the outcomes. The first thing, just as I've said, we have now seen that there's a retail electronic payment system which has evolved. It is effective, it is efficient, it is transparent, and it is safe. And of course, the moment you have fintechs also rolling out products, it is really a game changer. And we have seen that we can even provide so many examples. So essentially, I just want to brutally just provide those because they can provide us with a lot of information when we come to research. The second thing is the banks. I just said the banks found an easy platform to use for financial inclusion. And for me, it is very, very important. And I have so many aspects of that. But I think I liked the sixth point that I have made, the fifth point. It's around monitoring of even financial transactions. You can improve your AML CFT regime. I remember I was defending Kenya in CFT, in Financial Action Task Force in Paris. And I actually argued that with this, we are going to monitor service. And it was a good point that was taken out. But also the sixth point I wanted to make is women can save in instruments that cannot be encroached. They are efficient savers. And we have seen this. And finally, there is a study by my friend Kenyan Tabanit and another friend Jackie, and they have actually come to the conclusion that 2% of the Kenyan households have been lifted from poverty. I think maybe the COVID has reversed that. We can actually debate that and actually talk about it. And then fintechs have rolled out sustainable business models. I'll finish in 2 minutes. Fintechs have rolled out sustainable business models. I call them sustainable business models because they cover all sectors of the economy and they are critical. For example, 1 acre fund where we are in agriculture, or even solar energy, or even government securities being invested using your mobile phone. All these are very sustainable business models. Tax policy designs, I talked about that. There's a chapter with the IMF that in an IMF book on public finance design being changing because of digitization. I put in the Kenyan case study there in 2017. And then design platforms for e-government. In Kenya, for example, you don't go to the government anymore. You want to apply for your passport, you just go into e-government. So there's so many that we can do, we can design that. But I had a last slide that you will allow me. It is the sustaining the digital trust and even financial inclusion and inclusive finance. And I start with some of the points that have been mentioned. And one of them is that we are in the age of talking about inclusiveness. So connectivity is going to be very, very important. In those countries where the digital finance is not taking place effectively and efficiently, it's because of connectivity. And we really need to look at it. In Kenya and East Africa, for example, the fiber optics were available, but they were not there in the rural areas. Now they have moved into the rural areas so that connectivity becomes very important for inclusivity here. Interoperability. This is a concept of market development, but I have argued in different ways about interoperability as part of market development. But the most important thing is that there is always the first mover advantage. And we feel that market development is constrained by that. But I do believe that we can actually support a different method of market development. Electronic ID system for those countries that do not have them, it is good for innovations, but also good for security of the market. And finally,
state and institutional capacity, because most of the countries are constrained by the regulators, or the state capacity is not there. They do not understand. They are too risk averse. And this is something, some of these 5 conclusions are coming out from my latest work, that the paper that was produced by Global Development. And I have analyzed, it is actually digitization and state capacity, because I do believe that markets may fail to perform because of this inability of the institutions to know how innovations are moving. They stifle innovation, to have the capacity to understand where they're going, to nudge the market in the appropriate direction. And that is very, very important. Okay, I can just say asante sana in Kiswahili. Christophe, you wanted us to use the language you're familiar with, but I wasn't so sure you have an interpreter. But let me say asante sana. Thank you very much for listening to me. Thank you to you. Thank you very much to you. And I'm sorry, I was trying to keep the schedule on. No, thank you very much, and thank you for 2 things. One, because you know, your experience is Kenyan experience, and as you say, the first movers are the key in these activities and in this sector. And Kenya has been showing the way to most of the continent in a way. I mean, we talk about leapfrogging. The first leapfrogging we got was in Kenya, and it's continuing. So thank you very much for these very enlightening comments. I would straight go to Paul-Henri. Paul-Henri, I mean, l'Afrique de l'Est a montré la voie, clairement. Les agrégations, la construction d'un écosystème, d'une certaine façon, les facilitations entre régulateurs et opérateurs. L'Afrique de l'Ouest est clairement en train de combler le gap. Ce qui, je trouvais absolument passionnant dans le fait de vous entendre, c'est passer finalement du papier et de l'analyse à la réalité du praticien. Bon, Ecobank est clairement en Afrique de l'Ouest la banque qui est la plus développée dans l'action numérique en vue d'une inclusion financière la plus grande possible. Diriez-vous aujourd'hui que le profil de vos clients reflète une plus grande inclusion financière grâce au vecteur numérique? Merci beaucoup à la Fondation Ferdi pour nous avoir invités à cette conversation. Ce sont des conversations qu'on apprécie énormément parce qu'elles permettent de rentrer dans le fond et aussi de présenter les problèmes. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que tout est beau. Quelquefois, il y a des problématiques et on a besoin d'avoir du monde autour de la table pour pouvoir les régler. Premièrement, sur le sujet de est-ce qu'on a une typologie de clients qui a significativement évolué, je pense que sur un plan macro, il faut l'accepter, oui. Le fait qu'il y ait une digitalisation, le fait qu'il y ait le mobile money ont définitivement poussé dans le sens où on a eu ce que j'appelle un élargissement sur le plan géographique et un élargissement sur le plan démographique. L'élargissement sur le plan géographique, c'est que alors que c'était extrêmement difficile dans le passé d'avoir accès à des zones rurales, maintenant avec quelqu'un qui a un téléphone, cette personne peut avoir accès à des services financiers à partir de son téléphone, même si elle est dans une zone rurale. Sachant évidemment que les banques, il n'existe aucune banque dans ce monde qui peut avoir des agences dans toutes les localités du pays. Paul-Henri, c'est un peu haché. Peut-être vous pourriez vous rapprocher de votre micro, si c'est possible. Est-ce que c'est mieux? Oui, un peu mieux. Allez-y, allez-y. D'accord. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort. Peut-être que ce sera mieux. Oui, c'est mieux comme ça. D'accord. Donc, on a eu un élargissement que j'appelle géographique. On a eu un élargissement aussi qui est un élargissement démographique. L'élargissement géographique parce qu'on a eu accès à des zones rurales qui n'avaient pas avant des services financiers. Aujourd'hui, on a mis ce qu'on appelle des sous-agents bancaires à l'intérieur de ces localités. Aujourd'hui, ces populations peuvent se permettre d'avoir accès à ces sous-agents-là pour faire des opérations de base, comme par exemple retirer de l'argent ou déposer de l'argent. L'élargissement démographique a eu lieu aussi par rapport aux jeunes. Sans le téléphone, sans le mobile money, il était extrêmement difficile aux banques de pouvoir avoir accès, par exemple, à des jeunes. Aujourd'hui, avec les smartphones, on a réussi aussi à élargir la base de notre clientèle. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes peuvent faire un certain nombre d'opérations à partir de leur téléphone. Donc, sur un plan macro, j'ai envie de dire, définitivement, la tendance est extrêmement positive. On a vu se renforcer une tendance qui s'est développée dans les années 80-90 avec les guichets automatiques bancaires vers
un canal maintenant qui est un canal qui est complètement mobile, que tout le monde peut porter à l'intérieur de sa chambre ou alors peut porter à l'intérieur de sa poche. Le vrai sujet qui se pose, à mon avis, c'est comment se fait-il que malgré le fait qu'il y ait 100% de personnes en Côte d'Ivoire qui aient accès au téléphone, que quand même, il y a encore un sujet d'inclusion financière, alors que les gens peuvent avoir accès à ces services financiers au niveau de leur téléphone. À mon avis, il y a 3 problématiques sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Le premier, c'est la problématique des coûts des transactions. Ils demeurent trop élevés. Le deuxième, c'est le sujet sur des types de transactions qu'on arrive à faire sur les téléphones. Personne ne peut nier aujourd'hui que surtout des transactions de transfert et de paiement sont les transactions qu'on peut faire au téléphone. Or, il se trouve que l'inclusion financière va au-delà des transferts et des paiements. Il va au niveau de l'ouverture des comptes par exigé, ou il va aussi au niveau de l'accès au crédit. Et aujourd'hui, on n'arrive pas encore à répondre avec le des éléments. On n'arrive pas encore à permettre à ces éléments, à ces populations, d'avoir accès à ce type de produit par le téléphone. Et enfin, un troisième sujet qui est de l'adoption, je pense que c'est Katia qui le disait un peu plus tôt, on a quand même une problématique au niveau des pays francophones. On peut tout faire pour avoir des gens qui utilisent les services financiers, mais l'adoption de ces services financiers là sur les plateformes mobiles demeure une problématique. Il y a une part de culturel, mais il y a une part aussi, à mon avis, d'éducation que nous devons faire pour nous assurer qu'on arrive à régler ces 3 problèmes. Donc, si on arrive à régler le problème du coût, le problème de l'élargissement des types de transactions à faire sur les services mobiles et le problème de l'adoption, je pense qu'on pourra définitivement évoluer sur ce sujet, qui est le sujet de comment est-ce que les services digitaux, comment est-ce que le mobile money peut aider à plus d'inclusion financière. Enfin, un dernier point pour moi qui est essentiel. L'inclusion financière, c'est une chose. La résilience financière, c'est une autre. Et ça, il ne faut pas se tromper sur l'objectif final. L'objectif final, c'est la résilience financière. Donc, autant nous devons utiliser aujourd'hui les plateformes digitales pour permettre à nos clients de pouvoir faire des transactions, de pouvoir faire des paiements, demain de pouvoir ouvrir des comptes et d'avoir accès à du crédit, autant nous devons les former pour qu'ils deviennent de vrais épargnants. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel on doit travailler. Nos clients doivent devenir des épargnants et il faut qu'on travaille ensemble pour développer cette grande masse en Afrique, cette grande masse d'épargnants dont nous avons besoin. On dit souvent que l'Afrique a 1 milliard potentiel de consommateurs. Envie d'entendre, c'est plutôt d'entendre l'Afrique a potentiellement 1 milliard d'épargnants. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir été extrêmement clair. Finalement, je pense qu'il y a des propos qui sont extrêmement clairs lorsqu'ils pointent du doigt des enjeux qui sont des enjeux aussi importants que la résilience, l'inclusivité, la transparence, la responsabilité des individus dans la nécessité qu'ils ont d'épargner. Je crois que ces enjeux-là, c'est très très bien que vous les ayez présentés parce qu'ils sont absolument essentiels pour le devenir du numérique, à vrai dire pour le devenir du développement des services financiers dans leur ensemble. Le numérique n'étant là-dedans qu'un vecteur, un facilitateur ou un accélérateur. Merci beaucoup. Je serai maintenant, et je suis ravi de passer la parole à Nicolas Fischers, qui est un économiste senior chez GSMA. Alors, à double titre, d'abord parce que nous avons, on va dire, un historique de travaux en commun avec la GSMA sur d'autres sujets d'ailleurs que ceux-ci. On a beaucoup parlé de taxation en Afrique avec la GSMA, mais également parce que comme vous l'avez noté dans le document de Jenny, GSMA est extrêmement utile pour tous ces travaux parce qu'ils fournissent des données où on peut trouver au travers de leur remontée d'informations des opérateurs énormément de données qui servent aux travaux d'études et de recherche. Donc merci beaucoup Nicolas pour être là. Je crois que ce qui serait très intéressant pour nous, c'est que vous creusiez un tout petit peu le lien entre l'inclusion entre guillemets digitale, géographique d'une certaine façon, hein, l'outil, et l'inclusion financière. Donc ce volet,
cette grande question sur l'inclusion financière et puis le besoin qu'on a d'avoir des câbles, d'avoir des téléphones pour pouvoir être potentiellement inclus. Et peut-être détailler également un volet sur lequel je sais que GSMA et vous-même personnellement avez beaucoup travaillé, sur les travaux autour du P2G, le Personnel to Government, dont Jenny a parlé, qui est également un volet extrêmement important du développement de cette activité. Nicolas? Merci beaucoup, Christophe, et merci à l'Aferdi pour l'invitation de participer à ce webinaire. Donc, en effet, j'ai travaillé sur une étude que nous allons d'ailleurs publier la semaine prochaine, et je vais partager aujourd'hui les résultats avec vous. Et je pense qu'en effet, c'est important après la question de l'inclusion financière, c'est aussi quelles sont les opportunités que cela ouvre, à la fois pour les personnes et pour les entreprises, également pour le gouvernement, et quel va être le nouveau monde de demain, dans quel futur est-ce qu'on se dirige par rapport à ça, avec cette nouvelle inclusion financière, les services digitaux et la connectivité. Et en effet, je pense que les services numériques, donc le mobile money, l'argent mobile, permet d'avoir des nouveaux services publics qui sont connectés. Et donc, c'est ce que veut dire ce terme P2G ou personne à gouvernement. Donc, c'est-à-dire que si on numérise les paiements qui vont des personnes au gouvernement ou des entreprises au gouvernement, il y a alors un monde de possibilités qui s'ouvre à la fois pour les gouvernements et pour les personnes. Et donc, pendant les 10 prochaines minutes, je vais donc vous présenter ces bénéfices. Alors, quand on parle de P2G, je pense que le plus facilement, tout le monde pense directement au paiement des impôts. C'est certainement le paiement qui nous vient à l'esprit le plus rapidement. Mais je pense qu'au-delà de ça, le P2G, c'est beaucoup plus. C'est d'autres catégories de paiements, comme par exemple les paiements pour les factures d'eau et d'électricité. Dans de nombreux pays, ces institutions sont publiques également ou partiellement publiques. C'est aussi les paiements pour tout ce qui touche à l'éducation. Ça peut être les frais scolaires, ça peut être des frais d'examen, des frais d'enregistrement à l'université, par exemple. C'est aussi tous les paiements pour les services publics. Faire une demande d'un passeport, faire une demande d'un certificat de mariage, un permis de conduire. Ce sont des services qui peuvent être numérisés et dont le paiement peut être aussi numérisé. Donc là, d'où l'importance d'avoir une inclusion financière. Par exemple, au Rwanda, Irembo, qui est une plateforme qui a été mise en place par le gouvernement, permet à tout un chacun d'accéder à 98 services publics qui viennent de 19 ministères ou agences. Donc, vous voyez un peu ici le potentiel important. Une dernière catégorie, c'est certainement la catégorie des transports. Donc, pouvoir numériser les paiements pour prendre le bus, par exemple, ou simplement pour la police, pour les contraventions, ou alors le paiement pour les vignettes, disons, des véhicules. Alors, je pense que je voulais démarrer aussi par ce potentiel, par montrer cet ensemble de différents types de paiements de personnes à gouvernement, parce que lorsqu'on parle du potentiel et des bénéfices que la population et le gouvernement pourraient en avoir, ce n'est pas seulement au niveau fédéral. On peut aussi regarder au niveau local, très localisé. Une municipalité, une mairie peut décider de numériser certains services, de numériser les paiements de certains impôts locaux, et les bénéfices peuvent être très locaux. Ça peut être aussi une école qui décide d'utiliser l'argent mobile, le mobile money, pour les paiements des frais scolaires. Donc voilà un peu pour le panorama. Ensuite, au niveau des avantages, des bénéfices que ça apporte, je pense qu'il y a entreprises et les citoyens, et ensuite au niveau de l'économie. Si on regarde au niveau du gouvernement, il y a principalement 4 types de bénéfices. Le plus important, certainement, c'est la réduction des coûts administratifs et l'augmentation des revenus. Alors, si on regarde un peu plus près cette première catégorie, la réduction des coûts administratifs, cela signifie
se fait de manière plus efficace. Il y a une réduction du coût de la collecte, du coût du traitement des paiements, etc. Par exemple, au Pakistan, alors dans un autre continent, la numérisation des paiements des frais de passeport a conduit à une réduction des coûts d'environ 50%. Donc, je pense que ce sont des bénéfices qui peuvent être complètement intéressants. Il y a aussi une réduction des pertes de revenus pour les gouvernements, c'est-à-dire qu'il y a plus de traçabilité des paiements, et donc à ce niveau-là, il y a moins de pertes. Par exemple, en Côte d'Ivoire, lorsque les paiements de frais scolaires étaient réalisés en cash, il y avait énormément de pertes ou de fraudes ou de vols qui étaient faits. Avec la numérisation des frais de scolarité que la Côte d'Ivoire a démarré il y a de nombreuses années déjà et qui sont généralisées, l'utilisation de la numérisation de ces paiements via l'argent mobile a permis vraiment de diminuer les pertes de revenus. Au niveau de, je pense, un autre bénéfice important, c'est également l'expansion de la base d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous approchez le service plus près des citoyens, en lui permettant de se connecter, d'avoir le service directement depuis sa maison, via son téléphone portable, par exemple, de faire la demande du service et de le payer, eh bien, ça ça facilite l'accès. Et donc, alors, le gouvernement, donc l'administration fiscale peut avoir accès à une plus large base d'utilisateurs ou de citoyens. En 2011, la Tanzanie avait démarré la numérisation de certains impôts, et un an plus tard, ils ont vu que 15% des contributeurs fiscaux le faisaient via les services mobiles, et une partie de ceux-ci n'avaient pas d'antécédent de paiement d'impôts. Donc, je pense que c'est intéressant également. Ensuite, pour les gouvernements, un dernier bénéfice, c'est certainement l'amélioration de la planification financière, c'est-à-dire que les paiements, tout étant numérisé, il y a une trace qui est faite, il y a une base de données qui est disponible, il est plus facile pour le gouvernement, pour l'administration fiscale ou pour le ministère des Finances, par exemple, de se projeter dans le futur et de faire des planifications au niveau du budget. À titre d'exemple, il y a aussi d'autres avantages. À titre d'exemple, en 2016, la Guinée, Conakry, a mis en place un service de paiement via le mobile money pour la taxe sur les véhicules. Ça a permis deux améliorations majeures, à la fois la remise d'un rapport quotidien à l'administration qui reprend l'ensemble des paiements qui avaient été faits pour l'achat des vignettes, et également l'accès à une plateforme numérique qui est en mise à jour continuellement et qui permet de suivre en temps réel ces paiements. Alors, pour terminer, d'abord les citoyens et les entreprises. Ici, l'avantage est principalement d'économiser du temps, d'économiser du coût. Alors, moi aussi, je vais faire référence à une étude de M. Ndungu, professeur Ndungu, mais donc au Kenya, l'administration fiscale a numérisé ses paiements et ça a vraiment permis de rendre plus facile et plus pratique pour l'ensemble des contribuables ce type de paiement. C'est aussi plus facile et plus rapide pour l'ensemble des citoyens. Alors ensuite, au niveau de l'économie, il y a une étude de Lund, White et Lem de 2017 qui montre que si les gouvernements des pays émergents numérisent l'ensemble des paiements des gouvernements, donc à la fois P2G, mais également entre le gouvernement et les paiements vers les personnes, ça permettrait d'économiser plus ou moins 0,8% à 1,1% du PIB, alors que les paiements P2G, donc de personnes à gouvernement, représenteraient une économie de coût d'approximativement 0,2% à 0,3% du PIB. Et ensuite, pour clôturer, je pense qu'il y a aussi des bénéfices qui sont à noter au niveau de la réduction de l'économie informelle, puisque cela permet une plus grande transparence et aussi un plus facile accès aux services. Donc voilà un peu les bénéfices qu'on pourrait tirer et qui viennent exactement de cette confiance dans le digital, parce qu'il est là, parce qu'il existe, parce qu'il est disponible, et par les services et l'inclusion financière via le mobile money. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Nicolas. C'est incroyable. Je m'attendais à devoir faire la discipline et je n'ai même pas besoin de faire de discipline. Tout le monde colle à son temps. C'est parfait. Merci beaucoup pour ça. Ces études sont passionnantes. On sera, je pense, ravis si vous les partagez avec nous, hein, de les lire avec attention. Je pense que beaucoup de choses ont été dites à la fois par le professeur Nungu et vous-même sur justement l'intérêt que tout le monde a, à vrai dire, et toute institution, à vouloir voir se développer ce type de numérisation pour des raisons qui sont très nombreuses et pour certaines d'entre elles d'ailleurs extrêmement économiques. Et pour autant, si on veut à l'échelle d'une région, et Monsieur Akwe, vous voyez très bien que je vous regarde intensément, à l'échelle d'une région, on note toute une série de questions qui sont des questions pour lesquelles les réponses ne sont pas simples, qui parlent d'interconnectivité, d'interopérabilité des systèmes. Je vous passe les questions autour des banquiers centraux, hein, qui probablement viendront dans le cadre des questions après avec l'audience. Qu'en est-il un peu de votre point de vue avec la commission donc, de l'UEMOA et l'action qu'une institution régionale de cette nature peut jouer pour favoriser l'inclusion financière? Vous êtes, je le rappelle, le directeur du numérique de la commission de l'UEMOA et clairement, on a besoin, dans une région comme l'UEMOA, pour plus d'inclusion financière, on a besoin de l'action d'outils régionaux. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous considérez comme cet écosystème et de la façon peut-être de le rendre encore plus opérationnel? À vous. Vous êtes en mute. Votre micro est en mute. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de participer à ce webinaire en représentant la commission de l'UEMOA et comme vous l'avez dit, une institution régionale. Vous l'avez bien dit, je suis directeur de l'économie numérique à la commission de l'UEMOA et j'ai une double compétence, managériale et technique. Et donc, j'ai travaillé chez un opérateur de télécommunications, j'ai lancé les services du mobile, les services de l'Internet, les services de fibre optique pour des entreprises. Et puis, j'ai développé des capacités pendant 20 ans. J'ai été président du groupe de travail de l'UIT au niveau africain. Donc, voilà, alors, la question que vous m'avez posée, deux choses. Est-ce qu'il y a un écosystème optimal dans le cadre de l'inclusion financière? Mais je voulais saluer M. Etna parce qu'un de mes grands patrons s'appelle Etna au Togo. Et donc, on ne pouvait pas parler des télécommunications au Togo sans parler de M. Etna. Mais excusez-moi de dire que s'il y a des problèmes d'inclusion financière, c'est parce que les gens n'ont pas confiance au système bancaire. Ayant vécu au Togo et ayant vécu et vivant maintenant au Burkina Faso, il y a des choses que l'on colporte. M. Etna peut-être ne me démentira pas, peut-être il est au courant. Quand vous dites à quelqu'un, je vais faire un prêt à la banque, dans nos sociétés, dans nos milieux, dans certains de nos milieux, on vous dit, et attention, parce qu'ils vont venir saisir votre maison. Donc, cela veut dire qu'il y a une certaine manque de confiance. Du coup, beaucoup de gens ne vont pas à la banque parce qu'ils se disent, mais attends, il y a un problème, on va prendre ma maison. Donc, il faudrait que nous ayons cette confiance-là des gens qui sont exclus du système. Et cette confiance suppose aussi que le service soit plus proche d'eux et qu'il n'ait pas peur. Nous avons fait une étude quand j'étais étudiant sur comment ça s'appelle, une petite coopérative d'épargne et de crédit qui n'a pas beaucoup d'abonnés. Pourquoi? Parce que les gens disent que les pressions pour rembourser les prêts sont tellement fortes sur les populations que ils sont partis. Non pas qu'ils ne veulent pas rembourser, mais il faut étudier tout cela. Maintenant, un écosystème optimal, je dirais que c'est un système qui marche, qui est géographiquement et socialement proche des gens qui n'ont pas accès au système financier classique. Je dis bien qu'il soit proche géographiquement et socialement des gens qui sont exclus du système financier classique. Mais il faut aussi travailler pour que le coût, et ça, je pense que M. Etna l'a bien souligné, que le coût de l'inclusion financière soit supportable par les gens qui sont exclus. Je vous donne des exemples.
On m'a posé la question une fois ici, pourquoi des gens vont encore payer leurs factures? Mais je dis, mais attends, la bonne ménagère, s'il doit payer sa facture et que le coût de ce paiement électronique est de 400 francs, la bonne ménagère préférerait marcher, venir faire la queue 1 heure de temps pour économiser 400 francs pour sa popote. Donc, voilà quelque chose que je voulais dire. Est-ce qu'il existe un écosystème optimal? Moi, je dirais oui. M-Pesa constitue un système un écosystème optimal dans la mesure où ça a la confiance de tout le monde. On peut l'utiliser. On peut donner même l'argent de poche aux enfants par M-Pesa. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Deuxième aspect, que font les communautés économiques régionales? Alors, normalement, l'action doit aller vers 2 choses. Le développement de l'écosystème et la régulation. Alors, le développement de l'écosystème, ce n'est pas forcément l'inclusion financière, mais d'une manière générale, faciliter la vie aux citoyens par le numérique et accroître la performance des entreprises à travers le numérique. À la commission de l'UEMOA, par exemple, nous avons fait une étude sur l'évaluation des usages numériques et des politiques nationales en matière d'utilisation de masse du numérique. Gros problématique, et nous sommes arrivés à des conclusions assez simples. Nous avons recensé dans les États membres, dans les 8 États membres, 160 services qui sont là, qui ont été digitalisés. 160 types de services digitalisés, comme l'a dit mon monsieur Nicolas Fischer. Et donc, nous nous sommes dit qu'il faut prendre des actes qui permettent que dans les relations, vous parlez de PNG, mais dans les relations entre les citoyens et l'État, on utilise le maximum possible le numérique. Alors, on a mis des principes fondamentaux dans un texte qui sera un règlement qui va s'imposer aux États membres. On espère vivement qu'on va l'adopter l'année prochaine, qui pose 5 principes fondamentaux. Le premier, tout service que vous offrez, vous devez l'offrir de manière digitale. Deuxième aspect, tout service qu'on doit payer, le citoyen peut payer de manière numérique, bien électronique. Troisième point, il ne peut se déplacer qu'une seule fois. Et dans des cas précis, on veut prendre sa photo ou on veut prendre son empreinte digitale. Et puis le dernier, il peut consommer le service où il veut. C'est-à-dire que si le service donne droit à un acte, que l'acte, je peux demander qu'on me le dépose à la maison ou au bureau. Et donc, tout cela contribuera vraiment à inclure un peu les gens. Donc, voilà un peu quelque chose qu'on fait. Cependant, parallèlement, nous essayons de développer un peu, de mettre des actions au niveau du secteur privé pour que l'on puisse développer d'autres services sur le numérique, comme par exemple l'assurance maladie. Je ne sais pas, vous savez bien, les conducteurs de taxi-moto qui n'ont pas d'assurance et qui aujourd'hui, avec le moyen digital, et tous les jours, ils payent leur assurance. Tous les jours, par le mobile, ils payent leur assurance et ils sont couverts. Par exemple, développer l'épargne, monsieur, j'espère que EcoBank va le faire, la tontine, digitaliser la tontine classique que l'on connaît, où tous les matins, voilà, je voyais qu'on a même déjà une question qui nous dit qu'est-ce qu'on fait pour qu'on bannisse tout ça. Tous les tontines que quelqu'un vient collecter et qui risquent de disparaître avec l'argent, vous le faites de manière numérique sur le mobile et donc vous avez au moins la chance qu'on a quelqu'un là-bas. Et puis, développer les microcrédits sur le digital. Maintenant, les aspects de la régulation. En principe, nous ne devons pas réguler sur le marché tant que ça fonctionne bien. Mais la régulation doit aller sur 3 choses. Des tarifs justes et équitables. Attention, parce que la digitalisation, l'inclusion numérique par le mobile peut créer une distorsion sur le marché de mobile. Parce que celui qui a 60 ou 80% de marché, cela voudrait dire tout simplement qu'avec l'inclusion financière, il va augmenter sa part de marché parce que je vais chez le mobile, l'opérateur mobile qui offre le plus de services possible. Donc ça, c'est extrêmement important. Une interopérabilité au niveau national et au régional. Et puis la concurrence, favoriser la concurrence
et éviter les concentrations. Extrêmement important. Deux exemples. La Côte d'Ivoire et le Bénin travaillent à une interopérabilité au niveau national. Je vous dis, par exemple, si vous êtes sur un marché où un opérateur a 60% du marché, il ne va jamais accepter l'interopérabilité. Pourquoi? Parce qu'il est gros. Il est gros sur le marché de la donnée et de la voix sur le mobile. Il va être aussi forcément gros et puissant sur le marché des transactions numériques. Donc, extrêmement important, veiller à ce qu'il y ait interopérabilité au niveau national et au niveau régional, parce que nous avons des groupes. Et les groupes, étant présents dans plusieurs pays, peuvent refuser cette interopérabilité et faire tout pour devenir toujours plus gros. Donc, le Bénin et la Côte d'Ivoire travaillent sur l'interopérabilité au niveau national. La BCAO travaille également à une interopérabilité régionale. Je vous le dis encore parce qu'un petit opérateur qui a peut-être 2 millions d'abonnés, s'il veut travailler dans notre région où il y a 22 opérateurs, va avoir 21 accords d'interopérabilité. Alors qu'il y a un système d'interopérabilité, il est avec une plateforme, il envoie toutes les transactions sur la plateforme, il atteint tout le monde et on peut… Voilà. Alors, je voudrais aussi, par exemple, vous dire que la direction de la concurrence de la commission de l'UEMOA a reçu, je pense, a fait une audition il y a 1 ou 2 ans, non, 2 ou 3 ans, de 2 gros opérateurs de notre sous-région qui voulaient créer une société d'interopérabilité. Alors, on les a auditionnés et on leur a dit, mais attends, vous risquez de créer un mastodonte et donc une concentration et donc de perturber le marché. Donc, on a eu beaucoup de discussions et les conclusions leur ont été notifiées. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup et je pense que ces réflexions sont effectivement très intéressantes et on voit bien que rien de tout ça n'est simple parce qu'on parle depuis tout à l'heure, on parle de first movers. Les first movers, généralement, il y en a un. C'est le premier qui bouge. Et donc, la concurrence, le développement de ces services accompagne inévitablement une meilleure organisation. Et cette meilleure organisation, c'est un peu ce qu'on voit de toute façon se développer en Afrique de l'Ouest, semble laisser la place à un écosystème qui laisse de plus en plus, entre guillemets, de place à des opérateurs nouveaux et qui potentiellement fait rentrer de plus en plus de gens dans l'inclusion financière. On va peut-être finir ce premier tour de table avec Alban, professeur Alban Aouré, en dehors de ses activités universitaires et qui est également le directeur général de la CAPEC, qui à ce titre connaît la situation de la Côte d'Ivoire sur beaucoup de ces grands sujets de transformation par cœur. Et je pense que ce serait intéressant parce qu'on voit bien que la Côte d'Ivoire n'a pas été choisie pour nous par hasard. Hein. Ça a été choisi avec évidemment des discussions avec Jenny et Fatoumata, mais la Côte d'Ivoire a réellement un souhait de voir émerger, de voir se développer le numérique sur le territoire ivoirien beaucoup plus que ça ne l'était il y a quelques années. Elle a été citée comme exemple à de multiples moments dans ces présentations. Peut-être, Alban, peux-tu nous donner ton point de vue en le restreignant finalement à un des plus grands territoires de l'Afrique de l'Ouest, mais en y appliquant peut-être un tout petit peu de ces questionnements qu'on a entendus poser par les uns et par les autres. Merci, bonjour Christophe, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je prends part à ce panel, à ce webinaire organisé par la FERDI. Et vraiment, c'est avec un grand intérêt que je voudrais aussi donc partager quelques idées sur la question de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Et j'ai été très heureux en suivant mes prédécesseurs de voir que la Côte d'Ivoire a été citée et la Côte d'Ivoire est présentée comme un pays où il y a une bonne dynamique d'inclusion financière, c'est une réalité. Mais en même temps, bien sûr, il y a aussi, nous dirons, quelques insuffisances qu'on devrait pouvoir améliorer. Donc, en termes de mon intervention, je vais partir des constats, ensuite indiquer ce que le gouvernement ivoirien est en train de mettre en place ou de faire pour améliorer l'inclusion financière
et qu'est-ce que cela entraîne déjà comme quelques résultats perceptibles et terminer surtout sur quelques enjeux, notamment en ce qui concerne l'écosystème. Et justement, mon prédécesseur de l'UEMOA en a suffisamment parlé, mais on pourrait porter quelques analyses. Alors, en termes de constat, qu'est-ce qui se passe? Et il y a quelques publications sur cette problématique. Il y a la Banque mondiale qui a fait un document il y a quelques années sur l'inclusion financière en Côte d'Ivoire et nous avons quelques rapports justement annuels sur l'inclusion financière. On peut se rendre bien compte d'une chose importante en Côte d'Ivoire, c'est justement une concentration du système financier donc autour des banques commerciales. Ça, c'est un fait, une concentration. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'on remarque une baisse des parts de marché des plus grandes banques. Une baisse des parts de marché des plus grandes banques parce que justement, il y a une mutation, une certaine dynamique qui est observée avec plus de concurrence. Plus de concurrence. Et pourquoi, en termes d'inclusion financière, il faut noter qu'en 2014, on avait un taux d'inclusion financière de, on dira, 1 Ivoirien sur 8, donc environ 15 personnes. Si on prend en proportion, par exemple, de personnes ayant des comptes bancaires, et donc dans le système formel des comptes bancaires, nous étions autour de 15% des personnes adultes ayant un compte bancaire, 15%. Et ce qui est intéressant lorsqu'on parle de la téléphonie mobile, par exemple, ou du mobile banking, c'est qu'au même moment, nous avions 25% de la population adulte qui détenait des comptes mobiles. 25% contre 15% de comptes auprès d'institutions bancaires. Et on remarque que l'utilisation des nouvelles technologies aujourd'hui favorise davantage un taux de pénétration beaucoup plus important de la téléphonie mobile, qui est de l'ordre de 86% en zone rurale déjà. Et ça, c'est formidable et c'est à noter. Nous avons un taux de pénétration de l'ordre de 86% en zone rurale. Et c'est une opportunité pour justement avoir plus d'inclusion financière et cette opportunité est saisie. Alors, les récentes données de la Banque mondiale du Global Findex de la Banque mondiale et différentes études montrent que le niveau d'inclusion financière s'est accru effectivement et nous sommes passés globalement de 24%, globalement, il faut le dire comme ça, en intégrant la téléphonie mobile et tout, globalement de 24% en 2014 à 34% en 2017. 24% en 2014 à 34% en 2017. Ça, c'est déjà ce qui démontre cette dynamique. Et qu'est-ce qui se passe cependant? Cependant, il faut noter qu'il y a beaucoup à faire, même s'il y a cette dynamique, parce que 44% des adultes en Côte d'Ivoire, des adultes, n'ont pas recours aux services financiers, que ce soit formel ou informel. 44% des adultes. Donc, il y a une bonne partie de la population qui reste encore en marge du système financier. Et surtout, c'est cette population non encore intégrée dans le système financier et les données montrent que c'est beaucoup plus important au niveau donc des femmes, des personnes pauvres et des personnes vivant en milieu rural. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en termes du gouvernement? Quelles sont les actions entreprises pour améliorer l'inclusion financière? Il est déjà intéressant de pouvoir en cerner quelques-unes. Déjà, en 2018, le gouvernement ivoirien a pris un décret pour créer ce qu'on a appelé l'Agence de promotion de l'inclusion financière de Côte d'Ivoire, APIF-CI, l'Agence de promotion. Et il y a eu une stratégie qui a été développée, ce qu'on appelait la Stratégie nationale d'inclusion financière, SNIF, S-N-I-F, 2019-2024, la Stratégie nationale d'inclusion financière. Donc, à travers cette stratégie nationale d'inclusion financière, la Côte d'Ivoire s'est engagée à ce qu'il y ait 60%. D'abord, nous ayons un taux d'inclusion financière donc, de 60% en 2024 et beaucoup plus au-delà. Donc, voilà, et différentes actions sont menées dans ce cadre-là. C'est justement des actions de régulation pour suffisamment valoriser les institutions qui sont performantes et mettre justement en berne les institutions qui ne performent pas bien
parce qu'il faut réduire les risques justement sur l'épargne qui est mobilisée à travers donc, le système financier et notamment la téléphonie, le système du banking mobile. Donc, ces actions sont aussi portées sur l'éducation financière. Parce que lorsque nous sommes dans un pays avec un taux d'alphabétisation des adultes de l'ordre de 50%, 53% selon les statistiques, un taux d'alphabétisation des adultes qui n'est pas très élevé et particulièrement encore faible en milieu rural, il y a besoin d'une éducation financière. Il y a besoin de réduire le gap numérique. Donc, nous avons bien sûr ce gap numérique parce que l'utilisation du téléphone portable, la bonne utilisation, la capacité d'utiliser davantage est liée à notre capacité de lecture, à notre capacité de faire des calculs quelquefois. Et donc, lorsqu'on a des insuffisances à ce niveau, il est difficile de pouvoir utiliser efficacement tous les services offerts par les institutions au niveau donc, des institutions financières. Donc, il y a un besoin important de pouvoir aller vers cette alphabétisation fonctionnelle qui pourrait permettre à ces personnes d'un certain niveau, d'un certain âge, qui ont besoin d'inclusion financière, d'avoir accès aux services financiers qui leur sont proposés en réduisant le gap numérique qui passerait donc par l'alphabétisation et autres. Et également, même les personnes qui sont alphabétisées, donc qui peuvent lire et écrire, manquent aussi d'éducation financière parce qu'il faut maîtriser tous les risques que nous prenons lorsque nous essayons de faire des transactions à travers la téléphonie mobile, par exemple. Je me concentre surtout sur ça parce qu'on démontre bien que c'est ce qui crée beaucoup plus d'inclusion financière dans notre économie, de plus en plus. Quoique différents produits soient développés au niveau donc, du pays. Alors, on remarque que, par exemple, quelques statistiques, que si on prend l'encours des dépôts mobilisés par les fournisseurs des services financiers agréés, il y a un accroissement au niveau donc, des établissements qui utilisent donc, la téléphonie mobile. Donc, un accroissement de l'ordre de 9% entre 2017 et 2018, par exemple, sur ces encours-là, ce qui démontre la dynamique à ce niveau et c'est très important. Et nous avons le service des impôts, nous avons le service par exemple, des services, donc aujourd'hui, donc au niveau donc, des fintech, il y a un développement d'outils et nous avons plusieurs structures donc, qui favorisent ces initiatives-là. Et il faut le dire, c'est à saluer. Donc, on a les impôts qu'on peut payer aujourd'hui par des transactions sur mobile. Nous avons quelques initiatives au niveau donc, de transport urbain avec la SOTRA, la Société de transport d'Abidjan. Nous avons au niveau donc, de la digitalisation des transports, la digitalisation dans le paiement des factures qui atteint les milieux ruraux et urbains. Donc, tout cela crée une dynamique. Maintenant, cet écosystème, le prédécesseur en a parlé, nécessaire pour aller de l'avant, éducation financière, alphabétisation fonctionnelle, surtout en milieu rural. Il y a la question de la concurrence qui a été soulevée, c'est très important, parce que lorsqu'on a 4 opérateurs mobiles, 4 grands avec, et autres, il faut pouvoir créer plus de concurrence sur le marché. Il faut suffisamment protéger les agences économiques parce qu'il y a beaucoup de risques. Nous avons les anarques à travers les systèmes, les hackers. Nous avons donc des personnes qui se font soutirer de l'argent alors qu'il y a un besoin énorme dans le secteur informel, le secteur agricole, dans le petit commerce de l'utilisation de ces différents services financiers offerts pour créer plus de dynamisme économique. Voilà, donc pour les 10 minutes qui m'ont été accordées, voilà ce que je peux dire déjà pour cette dynamique en cours. Il y a quelques insuffisances parce qu'il y a encore 44% des adultes qui sont hors du système. Donc, il faut travailler là-dessus et il faut créer l'écosystème encore plus favorable pour plus de confiance et pour plus de capacité pour l'utilisation des services offerts grâce à cette dynamique de digitalisation. Merci et donc je suis encore là pour prendre part aux échanges. Merci. Merci beaucoup Alban, comme d'habitude, extrêmement clair et comme je le notais tout à l'heure, il est clair que c'est un axe stratégique pour la Côte d'Ivoire et nous les remercions encore de
de nous avoir associés à leur réflexion sur ce sujet. Il est 12h35, il nous reste donc 25 minutes. J'aurais aimé laisser 5 à 10 minutes à la fin à Jenny pour faire un wrap-up de la session. Donc je pense, si tu n'y vois pas d'inconvénient, Jenny, je pense qu'on doit pouvoir prendre 2 ou 3 questions qu'ont posées les auditeurs. Alors je commencerai peut-être, Fabienne a fait un petit travail de réconciliation des questions. Moi j'en verrai 3. L'une qui n'a pas été abordée dans cette conversation, qui concerne le grand nombre apparemment de structures illégales de collecte d'épargne, et peut-être que la terminologie n'est pas structure illégale, et peut-être que la terminologie c'est plutôt comment renforcer finalement les structures de protection des utilisateurs ou la régulation, pour éviter que des gens peu fiables développent ce type d'activité. Donc ça, c'est une première question autour de la sécurité. Une deuxième question qui concerne finalement à double titre, hein, d'une part, la difficulté de faire entrer de nouveaux acteurs dans la chaîne avec la problématique d'accès à une information fiable sur de nouveaux emprunteurs potentiellement, hein, pour les services financiers. Et le deuxième volet, est-ce que ces gens ne s'exposent pas, puisque ce sont de nouveaux acteurs de la chaîne, à des risques de surendettement très élevés? Ça a été un peu mentionné par M. Akoué. S'ils sont surendettés, à un moment donné, la banque leur demandera de rembourser, et donc ils seront perdus pour le service financier parce qu'ils se seront brûlés. Donc cette question se matérialise entre autres par le besoin peut-être d'une centrale des risques, d'un bureau du crédit qui serait disponible pour les acteurs financiers. Et enfin, la dernière question que je poserai, c'est pour favoriser l'inclusion financière. Une fois de plus, ce n'est pas des questions qui viennent de moi, elles viennent de l'audience. Ne serait-il pas utile de faire ce qui existe dans d'autres pays, hein, d'avoir des outils qui soient des outils à destination des moins nantis, comme les banques postales, par exemple, dont les frais sont extrêmement faibles et qui seraient soutenus évidemment par l'environnement public. Donc la question, c'est n'aurait-on pas besoin d'un outil public pour favoriser l'inclusion financière des plus pauvres? Je pense que le plus simple, il nous reste donc une quinzaine de minutes. Le plus simple serait que vous preniez 1 à 2 minutes chacun pour réfléchir sur ces 2 ou 3 points et nous donner peut-être votre sentiment. Je ne sais pas qui se sent le plus à l'aise et qui voudrait commencer. I can start something if that is helpful. Jenny, maybe you can go ahead. Yeah, so maybe just 2 thoughts. One about illegal savings groups. I do think as we're discussing financial inclusion, we focus a lot on formal financial services, and we see that informal financial services continue to play a role. And so I think that, you know, the question for us as we're thinking about regulation and innovation is to say, A, are these informal financial services, or these illegal savings groups or savings collectors, are there problems? Are there things that are actually hurting people? If they are, then that requires potentially some type of action. But B, I view many of these digital financial services as offering new products, new services that in some cases could replace existing informal services, but should just basically be a complement so that you can have more tools at your disposal. And the way that I think about this is that in the United States, which has relatively high rates of financial inclusion, although many issues, that, you know, I still will borrow from members of my family for certain amounts of money. So I rely upon my informal network as well as these formal financial services. So that didn't fully answer the question, but just a comment to say, how can these new digital financial services be a complement to informal services?
Thank you, Jenny. Katia? Maybe, yes, maybe I can add on this. So I totally agree with Jenny that many times these illegal or informal savings groups are really important, especially for those with lower income. Okay, and so we see this a lot. For example, I mean, and in a way, so our study was targeted exactly at these low-income parts of the population, and what we see is that mobile money itself can be thought of as a channel for these informal transfers to happen, because these happen between people that are, I mean, that have a family relation or that are friends, and these are the people that are providing support in times of need, that are providing insurance, that then allows these low-income people to make better choices in terms of how they allocate their labor, for example. Okay, so the example I was seeing when people, and this is really what I was talking about, these are very low-income people that are at the subsistence level, that go through periods and episodes of hunger oftentimes, and these are the people that when you include them financially, when you have mobile money available, they choose to move to another village, try to earn a living, but still support of their family members, particularly in times of need, through these mobile money. So I think there is a strong complementarity here between these and newer technology. I mean, it's no longer new, but this financial technology and the traditional informal network. So I think these are really complementary and they do serve together a good purpose in fighting poverty. Thank you, Katia. Paul-Harry, mais vous n'êtes pas obligé de répondre aux trois. Hein, faites un peu un pick and choose dans les questions telles que comme vous le sentez. Paul-Harry, vous êtes on mute. Oui, désolé, j'essayais de mettre un meilleur casque pour que vous m'entendiez mieux cette fois-ci. Est-ce que le son est meilleur? C'est très bien là. D'accord. Les trois sujets sont intéressants, mais je pense que le sujet qui m'intéresse, c'est le sujet du canal que peut constituer le mobile pour pouvoir avancer sur le sujet de l'inclusion financière. Je pense que c'est un fait qui est acquis, le fait que avec le mobile, on a un nouveau canal qui a été développé. C'est un canal qui n'existait pas avant. Je pense que dans le passé, pour pouvoir avoir accès à des services financiers, le principal canal qui était utilisé, c'était des agences bancaires, donc c'est le physique. Et aujourd'hui, on se rend compte que la majorité des transactions financières ne doivent plus se faire dans des endroits clos, physiques. Toutes ces transactions financières, déposer de l'argent, retirer de l'argent, faire des paiements, déposer des chèques, toutes ces choses-là peuvent se faire aujourd'hui en ligne. Donc, j'ai toujours l'envie de dire que lorsque je vois des banques qui continuent de construire des agences, j'ai envie de dire que c'est comme si on demandait à la Poste de continuer à créer des bureaux de poste alors qu'on est à l'âge des emails. Donc, il faut vraiment voir le mobile comme un canal pour avoir accès à des services financiers. Si je pousse un peu plus loin la réflexion, et on a bien parlé un peu plus tôt tout à l'heure, qui est le sujet de la tontine, qui est par exemple un service avec des réalités locales africaines, qui est quelque chose qui se fait normalement de manière physique. Donc je peux confirmer aujourd'hui que oui, ça existe. Ça existe aujourd'hui d'avoir des tontines virtuelles. Si vous prenez par exemple notre application, ça existe. Tout le monde a l'application. Chacun peut faire ce qu'on appelle un appel de fonds. Tout est géré par une seule personne. On peut changer la responsabilité de cette personne-là chaque mois ou à chaque période qu'on veut. Donc, la tontine peut, de manière effective, se développer aujourd'hui sur une plateforme virtuelle. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut pousser. Un dernier point qui n'a pas beaucoup de lien avec les questions, mais sur lequel j'aimerais insister. Oui, l'interopérabilité est un sujet majeur, à mon avis, si on veut accroître l'adoption, parce que je l'insiste dessus, un des enjeux majeurs, c'est l'adoption. Et on sait que les pays francophones ont un retard sur l'adoption. Donc, l'interopérabilité aide sur le sujet de l'adoption et nous militons vraiment pour que cette interopérabilité puisse progresser. Ça va surtout gérer le sujet des paiements qui est un niveau critique à mon avis, avec tout ce qui est des codes QR aujourd'hui. Avec les codes QR, si on n'a pas d'interopérabilité, devant le commerçant, vous allez avoir 25 QR différents. Ce n'est pas juste, ce n'est pas ça qui va aider
à l'adoption que nous recherchons tous. Merci beaucoup. Professeur Nungu, je suis absolument confus. Vous étiez normalement censé intervenir juste après Katia, donc je répare mon erreur. Professeur Nungu, maybe you want to provide some answers to this. Sorry for that. No, it's okay. I think I just also wanted to follow up on the points that have been made, and very, very important point. But I think let me start by saying that actually informality comes in, or the incentive for informality is because of costly procedures in the formal systems, and everybody was running away from that. Let me give an example. A trip to the bank is a very expensive enterprise. I remember when we started this with the Alliance for Financial Inclusion, one of the things, I got examples from Papua New Guinea, and they were talking about it takes 3 days. If you wanted to go and see a manager in the bank, it can cost you 3 days of travel. But anyway, a trip to the bank, whether to deposit, to check your balances, or even to transact is very, very expensive. So in a sense, when you have a formal and also effective electronic system, it works for everyone. What I've seen in informal savings is that they actually use the mobile phone platform and deposit money in a particular account, and they share the money out the same way. So what has happened is that we are indirectly formalizing informal systems. We are indirectly informalizing. I argued in Kenya because they started taxing mobile phone transactions, and I said, you are now doing the reverse. We are actually creating a disincentive, and people will start running away because the transactions are so small. When you tax them and increase the cost of that, then it becomes problematic. For me, that is very, very important, and that is to say, I went to Zambia and argued that you only need these merry-go-round systems. You only need to actually introduce the formal system. Where you have agents coming to collect your savings is because the banks decided to locate in places where the businesses are not near. So essentially somebody gets a business by doing that. But if you use a mobile phone, let me tell you, in Kenya, even a roadside kiosk will accept the mobile phone. In fact, they have since the COVID-19, nobody has a preference of holding cash. In fact, nobody goes for cash. We use the mobile phone. You can draw down from your bank account to your mobile account, or you can use your mobile bank account to do that. I think I've liked the points that has been made on interoperability. I've made arguments since I was governor of the central bank that interoperability increases the market size for us, and it will lower transactions cost. But because we have telcos competing to host these platforms, they thought that interoperability will increase their market share. I argued strongly that interoperability will increase the market size for all of us and make sure that the market is efficient. But if you want to capture the share of the market, you need to roll out products that are going to work for you. You need to roll out products that are going to be important for you. You need to roll out products that are going to capture the market. And that's where we are. And that is, I think, where we should go. Thank you very much for this. Thank you very much. Very crisp and very, very, very pertinent. Thank you very much, Professor. Aboussé, Mr. Akwe. Merci, Christophe. Première chose, pour rapidement arriver à l'interopérabilité, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre sous-région il y a 20 ans, quand on a introduit les mobiles, et il y avait des problèmes pour s'interconnecter, parce que les opérateurs mobiles se sont trompés. Ils se sont dit, en ne faisant pas l'interconnexion, on serait toujours le plus grand sur le marché, alors que c'est faux. En interconnectant, cela veut dire que la taille du marché s'agrandit. Et si la taille du marché s'agrandit, cela veut dire que tout le monde gagne plus d'argent. Le plus important, ce n'est pas d'être le premier sur le marché. Le plus important, c'est de gagner beaucoup d'argent. Parce que les gens qui vous ont donné l'argent pour l'investissement, ils attendent un retour sur l'investissement. Et donc, dans le domaine des télécommunications, l'interconnexion était une obligation. Et évidemment, les autorités de régulation ont veillé à ce que les prix les tarifs d'interconnexion soient le plus bas possible pour faciliter cette interconnexion. Donc, l'inclusion financière, c'est la même chose et au niveau régional et au niveau national. Et il faut, par tous les moyens, par des actes, exiger
une interopérabilité. Dieu merci, au niveau de l'UEMOA, la CEDEAO, s'y travaille, je l'ai dit, les opérateurs, surtout les groupes, se sont très vite lancés dedans pour avoir une certaine interopérabilité et qui ont signé des accords privés avec les petits opérateurs. Mais j'espère que cela va aller plus loin. Revenons à la question de est-ce qu'il n'y aura pas des gens qui seront exclus? Rapidement. Effectivement, nous aurons les exclus de l'inclusion numérique. Nous aurons les exclus de l'inclusion numérique. Cela voudrait dire, malgré tout ce que l'on va faire, il va y avoir des gens qui ne vont pouvoir pas assez, soit parce que le mobile, ça leur coûte trop cher, soit parce que les frais sont trop chers pour eux. Et je vais me référer, par exemple, au mobile, dans le domaine du mobile, bien dans le domaine des télécommunications, pas des mobiles, des télécommunications, voir dans quelle mesure on peut avoir un fonds de service universel. Et on se dit, ceux qui font des grandes transactions payent un peu plus cher, ont des coûts un peu plus élevés et que ce coût rapporté à leur niveau de transaction ne leur coûte rien du tout. Et ce surplus permettrait d'offrir le service d'une certaine manière aux exclus de l'inclusion numérique. Donc voilà, ce sont des choses qui ont existé, qu'on peut utiliser dans ce domaine-là pour aller vite. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est très intéressant. C'est dommage que nous n'aurons pas le temps de débattre sur ça. Mais Nicolas, désolé, je me suis mélangé les pinceaux une fois de plus. C'était à vous de parler avant à bosser, mais à vous maintenant si vous avez des réflexions à partager avec nous sur ces 2 ou 3 points. Merci beaucoup. Oui, en effet, juste quelques points de réflexion de mon côté. Je pense que d'une manière générale, dans les réflexions des différents panélistes, ce que je retiens aussi, c'est, ça revient au thème aussi transversal de vos webinaires, mais c'est vraiment la confiance dans le numérique qui permettra aux gens évidemment de prendre un plein pouvoir des services que cela offre à tous les niveaux et de vraiment se jeter dans l'ensemble des outils et des possibilités que cela offre pour tout le monde. Notamment le P2J, par exemple. Je pense que c'est aussi la confiance au niveau de la réglementation. Donc, avoir des règles concrètes, ne pas en avoir de trop parce que sinon, ça devient difficile d'avancer, mais en avoir un minimum qui permet d'avoir un cadre clair pour l'ensemble des acteurs, de progresser et d'avancer dans un cadre certain et simple. Je pense que c'est 2 choses qui sont importantes. Et alors, par rapport tout ce qui est les coûts des services, je pense que c'est en effet un des points importants pour aussi augmenter l'usage, que ce soit pour l'argent mobile, mais aussi pour les services mobiles. Et là, il y a différentes pistes qui peuvent être abordées. Mais ça peut être l'objet d'un autre webinaire aussi, dont on a eu des discussions de par le passé. Donc, voilà mes points de réflexion de mon côté. Merci beaucoup, Nicolas. Le mot de la fin pour les panélistes, pour toi, Alban, et ensuite, je pense qu'on aura 5 minutes peut-être de wrap-up, Jenny, si tu le souhaites. Donc, 1 ou 2 minutes, Alban, à toi. Merci Christophe. Voilà, sur les préoccupations soulevées, et la question de la sécurité est très importante parce que justement, la confiance dans les transactions passant par, je dirais, le système numérique, cette confiance est entachée par tous les problèmes d'insécurité que les gens rencontrent, surtout, je dirais, en milieu rural, par exemple. Même les personnes les plus favorisées dans nos sociétés, les personnes de la classe moyenne. Donc, il faut travailler suffisamment sur ces questions de sécurité, communiquer davantage, donner l'information et, je dirais, faire une bonne éducation financière pour que les uns et les autres aient les capacités pour pouvoir eux-mêmes créer des systèmes de protection. C'est-à-dire qu'à travers le contrôle, à travers l'attention, ça c'est un premier niveau. Les individus, les utilisateurs, il faut leur donner les moyens de pouvoir sélectionner, de pouvoir agir en ayant suffisamment de connaissances et d'informations pour réduire les risques. Ça c'est important. Et en parlant de fracture numérique, tout à l'heure, on a parlé des coûts. Et un élément important dans nos pays, c'est les coûts d'accès à Internet.
Il y a les services financiers eux-mêmes qui ont des coûts, mais d'abord, pour pouvoir utiliser tous ces services numériques, il faut l'accès à Internet. Donc, les coûts d'accès et la qualité, justement, aussi des connexions en termes des coûts. Donc, voilà des choses sur lesquelles il faut également travailler. Et comme on l'avait dit, bien sûr, plus de concurrence et autres, tout cela pourrait permettre justement d'avoir plus de confiance numérique, plus d'inclusion financière et plus de dynamisme. Merci, Christophe. Merci Alban. Merci à tous pour. J'étais ravi de partager ce moment avec vous et je te donne tout de suite la parole, Jenny, pour nous dire les mots de la fin. It's a lot of pressure. Beaucoup de pression. No, so I think I heard 5 things. Thank you so much for all of your interventions, which is one, we have confirmed from our different countries and our different perspectives that financial inclusion still is a goal that we have not yet reached in West Africa and in many countries in sub-Saharan Africa. And that financial inclusion is not just about getting access to a bank account, it's making informal and formal services work better, being more inclusive and allowing people to really be more resilient in their daily lives. 2, that it seems as if digital financial services can do a lot to reduce these transaction costs and transport costs. And Kenya was really one of the first ones to pave the way, but that in West Africa, at least, adoption remains really low. And the question is why and what can we actually do about it? 3rd, what we saw in Mozambique was with Katia's intervention is that you can potentially nudge people to kind of adopt more and kind of increase their access to remittances. But maybe they behave in ways we weren't expecting as policymakers. Maybe they move out of agriculture, or maybe they use their credit for consumption purposes, not for investment purposes. You talked a little bit about this, Dr. Ndungo, and that might be, the amounts of digital credit or the types of credit that they're getting access to. So we need to be aware that the changes might not be what we were expecting. 4th is that, this whole issue of person to government, P2G programs and payment platforms really does offer a new opportunity for many people within West and Sub-Saharan Africa to use mobile money. Although that comes up against the issue of if adoption is so low, then, are people actually going to be using it? But maybe it gives an opportunity to say, I'm not just going to be using it for remittances, I can use it to pay school fees, taxes, other things. And so that might nudge things in a way we weren't expecting. And 5th, the one that I really would love for us all to think about is that if there's this potential and we have low adoption, what can be done in the policy space to really potentially help these markets in West Africa to evolve? And I was following the Q&A online, and you talked a little bit about this as well. So there's this balance as policymakers to mitigate risk, the risk of macroeconomic risk, to protect consumers, and at the same time promote innovation. And so you want to do both of those, and sometimes that requires regulation, but thoughtful regulation, not too much regulation, and sometimes that requires negotiation and persuasion, and sometimes, as we saw in Tanzania and Kenya in the very early stages, kind of you let these things take off and then regulate or engage in policy at the right time. I will end it here with 1 minute to go. Thank you very much to all of you. I guess it was extremely interesting as an exchanges. Merci beaucoup à tous. Je vous rappelle juste que ça n'est que le 2e d'une série de 3. Donc, nous en avons un autre jeudi prochain qui porte sur un sujet qui est non moins important, qui est le lien entre la confiance numérique et la création d'emplois, en passant évidemment par l'entrepreneuriat. N'hésitez évidemment pas à y assister si vous le pouvez. Cette série de webinaires ne fait qu'annoncer un événement qui aura inévitablement lieu en 2021 parce que nous y tenons, en espérant que la Covid nous permettra de le faire. Digital et Covid, ça aussi, c'est
un lien évident. Il est clair que la situation actuelle nous amène à faire du digital beaucoup plus qu'on ne le souhaiterait, mais en Afrique, peut-être plus qu'ailleurs, c'est facile. Merci beaucoup à tous. Je crois que c'est fini. Je vous souhaite bon appétit. Et merci à Christophe. Merci Christophe pour la modération. Merci à vous. Okay. Au revoir. Okay, merci. Merci. Au revoir tout le monde. Merci.